Il y a tellement de choses dont on parle en ce moment à propos des obstacles à la mise en place de ce mémorandum d'entente entre les États-Unis et l'Iran. Il y a les durs en Iran, les durs en Amérique et en gros tous les durs en Israël. Mais il y a un autre acteur qui va essayer d'empêcher que tout cela voie le jour. Et il vient de se manifester sur Truth Social, le réseau de Donald Trump. Et cet acteur, c'est Donald Trump lui-même. Il vient tout juste de publier un message sur Truth Social, il y a peu de temps cet après-midi, où il déclare qu'il n'y aura pas de péage dans le détroit d'Ormuz pendant 60 jours, durant la période de cessez-le-feu. Cette partie-là est exacte, parce que même le camp iranien l'a reconnu. Mais il ne s'arrête pas là. Il continue en disant « Il n'y aura pas de péage après l'expiration de la période de 60 jours, sauf s'ils sont imposés par et pour les États-Unis d'Amérique. Dans le cas où l'accord ne serait pas conclu, en compensation des services rendus comme ange gardien des pays du Moyen-Orient, pour le remboursement des coûts passés, présents et futurs. » Et puis, il ajoute toujours cette formule étrange « Merci de votre attention à cette affaire. » Mais enfin, écoutez, d'abord, quel ange gardien? On devrait être remboursé pour toutes les pertes qu'on a subies parce qu'on serait l'ange gardien de tout le monde. Nous n'avons protégé personne. Et je vous assure que tous nos acteurs régionaux, ainsi que les autres pays du monde qui étaient nos alliés là où nous avions ces bases, ne considèrent certainement pas les États-Unis comme un ange gardien. Ils ont énormément souffert à cause de la guerre que nous avons déclenchée. Et donc, la seule raison pour laquelle tous ces dégâts sont arrivés, ce que le président Trump essaye maintenant de retourner à son avantage, c'est qu'il dit, au lieu de parler de réparation pour l'Iran, c'est nous qui devrions en recevoir. Alors peut-être qu'on va prendre le contrôle du détroit et qu'on fera payer un droit de passage pour compenser nos pertes là-bas. Mais franchement, c'est juste bizarre. Personne ne parle même de ça. On n'a tout simplement pas la capacité de le faire. Oman et l'Iran sont installés de part et d'autre du détroit d'Ormuz, et leurs eaux territoriales de 12 000 se croisent en plein milieu. Donc, ils ont le contrôle. Ils ont un contrôle physique avec leurs forces et d'autres types de moyens. Nous, non. Nous ne sommes pas là-bas. Donc, il n'y a tout simplement aucun moyen de faire ça. Et ça, c'est juste la deuxième raison pour laquelle cette déclaration était étrange. Mais regardons un peu plus les bases, parce qu'il dit que, après les 60 jours, il n'y aura toujours pas de péage. Alors voilà le problème avec tout ça. Même si le président Trump a signé ce mémorandum d'entente. Vous vous souvenez de cette scène célèbre au palais de Versailles, où il a signé le document, les caméras tournaient, tout le monde applaudissait, et ainsi de suite. Eh bien, regardons de plus près ce qu'il a vraiment signé, parce que c'est assez important pour ce dont on parle ici. Jetons un œil au point numéro 5. Voici le texte complet, tel qu'il a été publié par la Radio Publique Nationale, NPR. Si on descend jusqu'au point numéro 5, c'est plutôt crucial. Le président Trump aurait peut-être dû lire attentivement ce qu'il signait. Le texte dit que, dès la signature de ce mémorandum, la République islamique d'Iran s'engage, dans la mesure de ses moyens, à garantir le passage sûr des navires commerciaux, sans frais, mais seulement pendant 60 jours. Voici votre premier point clé. Le côté iranien a accepté, et le président Trump a signé, que lors de la signature de ce protocole d'accord, l'Iran ne prélèverait pas de péage pendant 60 jours seulement. Ce mot « seulement » est incroyablement important. Il a été clairement ajouté et exigé par la partie iranienne. Ensuite, on arrive à la dernière partie, qui est encore plus importante. La République islamique d'Iran poursuivra le dialogue avec le sultanat d'Oman pour définir la future administration et les services maritimes dans le détroit d'Ormuz, en concertation avec les autres États riverains du Golfe Persique, conformément au droit international applicable et au droit souverain dans les zones côtières
du détroit d'Ormuz. Alors, ce que vous voyez dans la première partie, c'est que la République islamique d'Iran va engager un dialogue avec le sultanat d'Oman pour définir la future administration et les services maritimes dans le détroit d'Ormuz. Ensuite, ils discuteront avec les autres États du Golfe Persique. Mais ces derniers n'ont pas de rôle décisionnel ici. Seuls Oman et l'Iran en ont un. Puis ils parleront avec les États riverains. Et qui n'est pas mentionné du tout là-dedans? Même pas dans les discussions. Les États-Unis d'Amérique. C'est le président Trump qui a signé ça, mes amis. C'est lui qui a accepté cet accord, celui où il est écrit qu'il y aurait une période de 60 jours pendant laquelle l'Iran ne prélèverait aucun droit de passage et qu'Oman et l'Iran décideraient eux-mêmes de la manière dont la future administration serait organisée. Vous le savez déjà, parce qu'ils nous l'ont dit. Ce sera uniquement eux et ils vont faire payer des frais. Vous vous souvenez du professeur Morandi, la nuit où la guerre a commencé? Il l'a dit ici dans notre émission, et depuis, il continue à tenir à peu près le même discours. Et maintenant, parce que le point numéro 1, enfin c'est le point numéro 5, mais le premier point dont on a parlé plus tôt aujourd'hui, c'est que la guerre au Liban doit prendre fin. Et comme ce n'est toujours pas le cas, ils ont fermé le détroit d'Ormuz. Alors, il y a un point important ici. Comme vous le voyez, le sous-titre Vance, c'est « Attendu bientôt en Iran ». Et la dernière fois que j'ai vérifié, il était en route, physiquement, pour s'y rendre. Donc, il va en Arabie, enfin non, pardon, il va à Venise, pas au Venezuela. Bon sang en Suisse en ce moment, juste pour avoir quelques discussions. Et du côté iranien aussi, ils sont en route pour des pourparlers. Mais voilà, c'est là que les choses se compliquent. Il y a à peine une heure, la partie iranienne a précisé et expliqué ce qu'elle fait dans le sud du Liban. Et l'un des points, c'est que la délégation qui se rend en Suisse n'y va pas pour entamer des discussions techniques avec les États-Unis. L'idée, c'est plutôt que l'Iran ne mettra pas en œuvre le protocole d'accord tant que les Israéliens ne respecteront pas l'accord et que les Américains n'en assumeront pas la responsabilité. Les Américains doivent garantir que les Israéliens s'y conformeront. Et c'est justement le but de cette visite. Donc ce n'est pas une visite destinée à des négociations prévues à l'avance. C'est un point vraiment essentiel ici. Et d'ailleurs, le ministère iranien des Affaires étrangères, Bagheri, a aussi ajouté son mot. Il a déclaré « Nous respectons nos engagements, mais l'autre partie n'a pas rempli ses obligations concernant le cessez-le-feu au Liban. » Et si l'autre camp refuse de tenir ses engagements, l'Iran répondra de la même manière. Et maintenant, on voit la fermeture du détroit d'Ormuz. Alors le président Trump peut essayer de revenir en arrière et de modifier les termes s'il le souhaite. Mais franchement, je vous le dis, ça ne marchera pas, parce que l'Iran a l'avantage. Et apparemment, le président Trump n'a pas cet avantage vis-à-vis d'Israël. Parce qu'il leur a dit, écoutez, à propos de l'Iran, dans cette interview à Axios vendredi, il a dit, écoutez, je peux rappeler Israël à l'ordre sur ce point. Ils feront ce que je leur dirai de faire. Vous vous souvenez quand il a dit ça? On vous l'a déjà montré. Et pourtant, regardez ce qui vient de se passer il y a à peine quelques heures. Israël et le Hezbollah poursuivent leurs frappes malgré l'accord de cessez-le-feu. C'est ce qu'a rapporté la BBC il y a 3 heures. Alors, on n'en est même pas encore arrivé à la Suisse. Les deux parties ne se sont toujours pas réunies pour parler des vrais sujets difficiles. Et il y en a beaucoup. Il y a la question du dégel des avoirs gelés. Combien vont-ils récupérer, selon quel calendrier, et quand auront-ils tout? Il y a aussi la question de la levée des sanctions, notamment les sanctions énergétiques du côté iranien. Il faut aussi ouvrir les deux côtés du détroit d'Ormuz. Wow, ce sur quoi les États-Unis et les Iraniens doivent se mettre d'accord, avec une circulation totalement libre pendant 60 jours.
Et puis, il y a toutes les questions liées au programme nucléaire, les matières retraitées, la capacité d'enrichissement, la déclaration d'absence d'armes nucléaires et bien d'autres encore. Bref, il y a énormément de points à traiter. Et on a envoyé les deux pires négociateurs qu'on pouvait imaginer pour discuter avec l'Iran. Les mêmes deux types qui ont menti à ce sujet et qui les ont entraînés dans une guerre la première fois. Franchement, je ne vois pas comment quelqu'un peut penser que ça va marcher. Apparemment, je ne sais pas s'il y a des experts techniques ou pas. Mais en tout cas, il n'y a personne de haut niveau qui y va. Parce que ce sont ces deux-là, plus le vice-président Vance, qui a d'ailleurs déclaré publiquement aujourd'hui « Je ne suis pas exactement le plus grand diplomate du monde. Je ne connais pas grand-chose à tout ça, mais je vais faire ce que je peux. » Alors, dites-moi, où est-ce qu'on peut trouver de l'espoir que tout ça va fonctionner? Et encore, c'est juste un des obstacles dont je vous parle, pas tous les autres dont on ne cesse de discuter. Tout ça montre encore et encore à quel point il va être difficile d'arriver à une solution. Et honnêtement, je n'en sais rien. Je ne sais pas où veut en venir le président Trump. Parce qu'une chose, c'est d'avoir du mal à contenir Israël. Et une autre, c'est de se créer un nouveau vent contraire en essayant de modifier les termes qu'il a lui-même signés il y a à peine quelques jours. Et croyez-moi, peut-être qu'il commence enfin à se rendre compte que signer un document à Versailles, un lieu connu pour une capitulation historique, et ensuite devoir payer des réparations, ce qui fait aussi partie des vents contraires auxquels il fait face. Comment ça va tourner, tout ça? Peut-être qu'il commence à le comprendre. Il regarde les gros titres, il voit ce que les gens disent, et il se rend compte qu'il est tourné en ridicule un peu partout. Pas seulement par les démocrates, mais aussi par certains républicains favorables à la guerre, ces faucons de guerre. Mais même au sein de son tout premier cercle, parmi ceux qui l'ont soutenu, on se moque de lui à cause de tout ça. Et je savais que ça arriverait. Je crois que je t'en ai prévenu plusieurs fois. Il va devoir avoir les nerfs solides pour tenir le coup face à ça. Mais il le faut, parce que c'est nécessaire. Il n'y a pas de scénario, disons-le encore une fois très clairement. Il n'existe aucun scénario où un bon résultat pourrait venir du président Trump. Il peut tourner ça dans tous les sens s'il veut. Il a déjà réussi à le faire par le passé, mais cette fois, ça n'ira pas bien loin, parce que les gens voient les choses de leurs propres yeux. Et la question la plus concrète, c'est, le détroit est-il ouvert ou pas? Hier, d'après certains observateurs indépendants, 12 navires sont passés. 12, alors qu'en temps normal, on en compte entre 100 et 130. Je ne sais pas combien sont passés aujourd'hui, je n'ai pas trouvé cette information. Apparemment, il y en a eu quelques-uns. Mais encore une fois, c'est juste un filet. Et personne, je parle des transporteurs civils, personne ne va se lancer à fond à envoyer leur cargo tant qu'ils n'auront pas de vraies garanties, tant qu'ils ne seront pas sûrs que la situation ne va pas replonger dans la guerre. La dernière chose qu'ils feraient, ce serait d'envoyer une flotte entière traverser la zone, alors qu'ils ne savent même pas s'ils vont être attaqués. Parce que, du côté iranien, ceux qui ont déjà attaqué des navires par le passé, ils disent toujours que c'est fermé. Qui peut le dire? Mais écoutez, ce n'est vraiment pas une bonne décision pour le président Trump. Ce n'est pas un pas vers la paix. Ce n'est pas non plus un pas vers des résultats bénéfiques pour les États-Unis. Et encore une fois, même en mettant de côté ce mauvais choix, ça montre qu'il n'a pas cette influence sur la partie israélienne. Il va devoir en tenir compte. Ce sont des choses qu'on ne peut pas repousser. Ce n'est pas comme la guerre en Afghanistan, où on pouvait simplement reporter le problème d'année en année, parce que ça n'avait pas vraiment d'impact sur le reste. Là, les conséquences sont profondes, sur tout le reste. On ne peut pas repousser ça et on ne peut pas le cacher.
Et je ne sais vraiment pas comment le président Trump va gérer ça, parce qu'il n'a pas l'habitude de ne pas obtenir ce qu'il veut. Il a l'habitude de pouvoir arranger les choses à sa manière, de faire en sorte que tout le monde y croit, que les marchés réagissent, et ainsi de suite, comme ça a été le cas pendant la plus grande partie de cette guerre. Mais là, on arrive au moment de vérité. Il va falloir livrer. La communication, ça ne suffira plus. Je vous le dis depuis un moment. À un certain point, le discours et la réalité vont se heurter. Et quand ça arrivera, c'est la réalité qui s'imposera. Et il semble bien que nous soyons en train d'atteindre ce point maintenant. Le président Trump ne sait pas comment naviguer dans ces eaux-là. Il va devoir trouver une solution rapidement. Sinon, on risque d'avoir de vrais problèmes ici chez nous. Voilà où on en est pour l'instant, les amis. On se reparle bientôt. That's where we got for right now, folks. Talk to you later.